Bonsoir à toutes et tous pour ce troisième webinaire du numérique en santé dans notre série. Et tout de suite, je laisse la parole à Madame Lemarec qui va intervenir, après quoi Laurent Couture et Fabien Besançon animeront et présenteront le webinaire globalement. Madame Lemarec, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, les webinaires sur le numérique en santé qu'on organise tous les trimestres ont vocation à s'adresser à l'ensemble des professionnels de santé du département. On essaye donc d'identifier les thèmes aussi que vous nous remontez. N'hésitez pas à faire des propositions de sujets pour la prochaine soirée qu'on organisera en octobre. L'objectif de ce format, c'est qu'il soit participatif, concret, utile pour vous, avec donc une co-animation par l'assurance maladie et par les TPTS du territoire et avec aussi des professionnels de santé qui témoignent de leur pratique. Et donc, voilà, je laisse la parole à Laurent Couture, qui est le référent e-santé de la CEPAM de l'Essonne, et le docteur Besançon, le président de la CPTS Cœur-Essonne. Alors, juste avant, je vais faire les rappels habituels dans ce type de webinaire. Coupez vos micros en dehors des orateurs, bien sûr, afin qu'il n'y ait pas d'interférence, si possible, pour le webinaire et pour les gens qui en prendront connaissance un petit peu plus tard. Si vous êtes d'accord pour poser vos questions dans le cadre du chat qui se trouve à côté, ce serait pas mal. Les orateurs essaieront de répondre à leur exposé. Et si au moment des questions-réponses, quelqu'un souhaite intervenir, eh ben, il peut lever la main dans le cadre de la fenêtre qu'il a. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et tout de suite, on continue avec l'ordre du jour, donc de 2 points qui sont la délégation Amélie Pro, comment créer une délégation. Le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le tiers payant intégral incluant la mutuelle. Voilà, je vous laisse la parole, Laurent et Fabien. Oui, merci Marc. Donc, comme le disait Madame Lemarec, l'idée de ce webinaire, c'est effectivement de partager avec vous des points sur le numérique en santé, des points que vous avez choisis. Donc, à la fin de la réunion, on vous proposera effectivement un temps d'échange autour de nouveaux sujets, hein. La prochaine réunion, ça sera le 11 octobre. Donc, c'est vraiment un temps d'échange pour vous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, soit à l'oral, soit dans le chat. Donc, les deux sujets que vous aviez identifiés, c'est la délégation Amélie Pro et le tiers payant intégral incluant la part mutuelle, en fait. Donc, sur la délégation Amélie Pro, on rappelle l'objectif, hein, c'est ouvrir par délégation le portail Amélie Pro à des professionnels intervenant dans la prise en charge des patients. Donc, la délégation Amélie Pro, c'est d'abord un acte juridique par lequel vous, professionnels de santé libéraux, vous donnez accès au service Amélie Pro à l'un de vos confrères, qu'on va appeler le délégué. Ce délégué agira en votre nom et pour votre compte en ayant accès au bouquet de services Amélie Pro selon le profil qui lui est attribué. On verra plus tard, il n'a pas accès effectivement à tout le service d'Amélie Pro, ça dépend vraiment de son profil. Il y a deux prérequis. Le premier, effectivement, il faut que le délégant, donc vous ayez un compte Amélie Pro, hein, pour pouvoir activer cette fonctionnalité. Et le délégué, avoir un compte Amélie Pro rattaché à une adresse email unique et personnelle qui servira d'identifiant. S'il n'en a pas, on l'invitera effectivement via un mail à créer un compte Amélie Pro pour permettre justement d'activer cette délégation. Alors, le profil Amélie Pro, donc la délégation, elle est ouverte à qui? Elle est ouverte donc à tous ceux qui n'ont pas d'identifiant au référentiel historique de l'assurance maladie, donc pas de numéro de facturation. C'est le cas des remplaçants exclusifs, des secrétaires médicaux, des assistants médicaux, des comptables, du personnel administratif en établissement et du personnel soignant salarié en établissement. Alors, la délégation, donc, à quoi accède-t-il donc le délégué? Donc, le délégué, il a un profil donné, comme vous avez dit. Le délégué accède à un ensemble de profils qui sont prédéfinis selon son profil. Donc, il n'y a pas de profil à la carte.
il y a 4 types de profils, donc 4 groupes de profils, on va dire. Le premier, c'est sur le groupe secrétariat, personnel administratif en établissement, compte administratif. Et là, il accède à des services fournissant les droits des patients, donc l'accès aux droits, par exemple, les services liés à l'activité administrative, y compris les paiements. Vous avez un profil pour vos comptables, donc services liés, bien sûr, au paiement et remboursement de l'assurance maladie. Le profil, bien sûr, des assistants médicaux, qui a été ouvert il y a peu, avec un service patient ouvert à la spécialité du médecin employeur. Ça veut dire qu'il peut effectivement avoir accès à l'ensemble des téléservices du PS délégant. Et puis, vous avez le profil remplaçant et personnel soignant en établissement avec l'ensemble du bouquet de services selon la spécialité du délégué, à l'exception de tout ce qui est en lien avec les paiements. Donc ça, c'est important, hein, votre remplaçant n'aura pas accès à vos paiements et remboursements de l'assurance maladie. Par contre, il aura accès au bouquet du téléservice que sont le protocole de soins électroniques, la déclaration de choix médecin traitant et bien sûr les avis d'arrêt de travail, maladie, accident de travail. Alors là, je vais procéder à une petite démonstration. Donc, je vais juste récupérer, si tu veux bien. Voilà. Alors, Voilà. pendant que tu prends la main, juste, il y avait une question, j'ai répondu par écrit, mais peut-être pour tout le monde. La question était posée des internes, enfin, oui, des internes, des étudiants. À partir du moment où ils ont une CPF, on peut leur créer une délégation. Donc, moi, mes internes, je leur crée une délégation, justement. Alors, vous voyez bien mon écran? Oui. Alors Oui, là, c'est bon, on le voit. voilà, là, je suis sur le démonstrateur Amélie Pro. Oui. Alors non, je n'ai pas le démonstrateur. Là, attendez. Il a dû se déconnecter. J'ai des petits soucis de connexion parce qu'apparemment, je me suis fait déconnecter. Alors, donc là, vous êtes sur votre démonstrateur. Enfin, ici, je suis sur un démonstrateur. On va imaginer que vous êtes sur votre compte Amélie Pro. Donc, vous accédez par login mot de passe ou par votre carte CPS. Donc là, je vais accéder par la carte CPS. Vous arrivez. Laurent, Oui. on a perdu le partage d'écran. Ouais, Ah, pardon. on ne voit pas ton écran. Ouais. Excusez-moi. Donc, c'est parce que... Toc. Voilà. C'est bon? Oui. Donc là, je suis sur le démonstrateur, donc avec effectivement la page d'accueil. Donc, il faut aller pour faire la délégation dans gestion du compte. Vous arrivez effectivement dans toute la gestion du compte de votre tableau de bord avec les informations professionnelles, la connexion sécurité, le paramètre du compte et l'item délégation. Donc là, on va créer une nouvelle délégation, par exemple. Donc, vous avez ici votre tableau de bord avec les délégations que vous avez déjà réalisées, par exemple. Donc là, je vais créer une nouvelle délégation. Donc, comme je vous l'avais dit, on vous rappelle effectivement que le délégué doit au préalable avoir un compte Amélie. Et dans le cas contraire, on l'invitera effectivement à en créer un. Et le délégué devra bien évidemment accepter votre délégation. Il va recevoir un mail pour accepter la délégation. Donc ici, je vais indiquer l'adresse mail en fait du délégué, que bien sûr, je me serai procuré au préalable. Alors, je vais mettre un exemple, hein, Maxime. Bon, je mets Maxime Durand, c'est pas très grave, @gmail.com. Donc là, je clique sur continuer. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous savez que votre délégué ne possède pas de compte Amélie Pro, et dans ces cas-là, on va vous demander de vérifier qu'effectivement l'adresse mail que vous avez saisie, c'est la bonne. Et dans ces cas-là, lui, il va recevoir un message lui indiquant qu'il devra créer son adresse Amélie Pro. Là, je vais choisir que mon délégué possède déjà un compte Amélie Pro. Donc, dans les bases de l'assurance maladie, il va être retrouvé. Donc, ça va être Monsieur Maxime Durand avec son adresse mail. Donc, on demande de confirmer qu'effectivement, c'est bien lui. Je vais mettre oui. À ce niveau-là, effectivement, il reprend les informations du délégué qui sont sur Amélie Pro et je vais choisir le profil. Ici, dans le démonstrateur, j'ai que le profil comptable et remplaçant, mais vous aurez effectivement l'ensemble des profils disponibles, y compris les assistants médicaux. Là, on rappelle que selon ce profil-là, eh bien, il a le droit à l'ensemble du bouquet de services. Ça veut dire que vous autorisez votre délégué à avoir accès au téléservice de l'assurance maladie, mais pas les paiements. Donc là, on va indiquer la date de début de la délégation. On va prendre aujourd'hui, par exemple. Date de fin, on va mettre une semaine.
Le numéro RPPS ou ADLI, il est optionnel. Par contre, s'il s'agit d'un assistant médical, on vous demandera de mettre le numéro de la CPE. Une fois qu'on est arrivé là, vous avez l'ensemble de vos structures qui s'affichera ici. Donc là, il n'y en a qu'une. Et vous pouvez cocher une ou toutes les structures, ou partie des structures. Si je clique ici, j'aurai toutes les structures de cocher. Bon, là, il n'y en a qu'une. Hein. Et sinon, je choisis les structures sur lesquelles je veux faire la délégation. Donc là, je valide. Donc, on confirme une nouvelle fois que c'est bien Maxime Durand sur lequel je veux déléguer, effectivement, faire cette délégation. Donc, je vais mettre oui. Et on arrive sur la page qui dit que la délégation a bien été prise en compte. Et là, le système envoie un message, un mail au délégué. Donc, ce mail, imaginons que vous le receviez. Je vais simuler la récupération. Quand lui va accepter la délégation, vous aurez ce mail-là dans votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord, vous avez 3 statuts. Le premier, c'est le statut en cours, c'est-à-dire j'ai fait ma demande de délégation et j'attends que le délégué accepte cette délégation. Vous avez la demande qui a été validée sur fond bleu, ça veut dire que là, le délégué a accepté effectivement votre délégation et vous devez la valider. Et vous avez le statut validé tout court en vert qui indique effectivement que vous avez validé la délégation. Tous les profils, tout tableau de bord, il reste. Hein, vous pouvez supprimer effectivement ligne à ligne, mais ça reste présent dans votre tableau de bord tant que vous ne le supprimez pas avec les dates de validité. Cette taxe fait partie des pistes pour le projet de loi de finances pour 2024. Voilà, sur la démonstration, Marc, je te relaisse le partage. Organise une vaste opération porte ouverte pour répondre à toutes les interrogations. Marc, ton micro est coupé. Excusez-moi, je ne sais plus à quelle page. Voilà, j'étais à la page de démonstration. On est sur la page 9. Voilà. Et on continue. Alors, ce diaporama, bien sûr, il vous sera envoyé. Donc là, ça reprend un peu le processus que je ne vais pas vous reprendre. C'est ce que je vous ai expliqué en démonstration. Mais ça reprend tout le processus de création d'une carte. Je ne sais pas, Fabien, si tu veux reprendre la main. Mais tu ne voulais pas détailler là le processus de délégation? C'est ce que j'ai expliqué au pas à pas, c'est-à-dire que le PS il accepte effectivement sur Amélie Pro via sa CPS ou sa ICPS, et là, voilà. Alors, il y avait une question, je vais commencer à répondre un petit peu pendant que tu faisais la démonstration, mais peut-être que tu peux nous repréciser. La question était posée des internes. Alors moi, je disais qu'effectivement, mes internes, je leur créais une délégation, et on me disait, oui, mais les internes n'ont pas de compte Amélie Pro. Comment est-ce que ça se passe du coup? Alors, les internes, ils pourront, faut que je me renseigne, je ne sais pas si les internes peuvent avoir un compte Amélie Pro. Sans compte Amélie Pro, effectivement, il n'y aura pas de délégation possible. Mais si toi, tu fais des délégations sur des internes, normalement, ils devraient pouvoir avoir un compte Amélie Pro. Hein. Alors, moi, en pratique, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, ils n'ont pas de compte Amélie Pro. Ils ont généralement une CPF, puisqu'on leur en attribue, j'ai l'impression, une d'office maintenant dans toutes les facs. Et quand il y a en bas de la page, là, alors je ne pensais pas qu'on aurait cette question, mais en bas de la page d'Amélie, vous pouvez créer, il y a écrit créer un compte, et on peut créer un compte avec un email. Et vous recevez après le lien de validation. Alors, je ne l'ai plus en tête parce que je l'ai fait il y a déjà 2 mois pour mes nouveaux internes, mais c'est possible pour les internes, même s'il n'y a pas de compte Amélie Pro. Ils peuvent en créer. Y a-t-il d'autres questions? Bon, il n'y a pas d'autres questions sur la délégation Amélie Pro. Je vous propose de continuer. Et puis, si les questions reviennent, oui. Allons-y. Je suis un peu lourd, mais en fait, si, ça pose quand même un problème d'entité, parce qu'un interne n'est pas un remplaçant et il n'y a pas de statut interne dans Amélie Pro, là, dans la délégation. Donc, ça pose quand même un problème juridique. Parce que en fait, les internes peuvent remplacer quand ils sont remplaçants, mais quand ils sont internes en stage, il faudrait créer un compte interne et pas un compte remplaçant. Je me renseignerai là-dessus et puis dans ces cas-là, je le donnerai à l'inter et on fera un message là-dessus. Parce que je ne sais pas exactement si les internes peuvent créer un compte Amélie Pro. Hein. Non, mais alors je trouve que la réflexion d'Arnaud, elle est intéressante. Moi, je ne le voyais pas sous l'angle de la réglementation, je le voyais sous l'angle des fonctionnalités. Est-ce que ça a une importance?
importance? J'ai pas la réponse comme ça, mais Ah, si, ça a une importance trouve- parce que quand ils exercent en termes de remplaçants, ils Ouais. exercent comme sous leur Mais- responsabilité. Alors que quand ils sont internes, stagiaires, ils sont quand même sous ta responsabilité. Donc c'est quand même un peu, Oui, c'est un non, peu je suis d'accord différent. avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais si jamais il y a une tuile, un pépin qui se pose, on va pas aller regarder sous quel profil Amélie Pro il exerçait pour déterminer son niveau de responsabilité. On va lui demander, mais dans quelles conditions vous exerciez? Est-ce que c'était en condition de remplacement? Est-ce qu'il y avait un contrat de remplacement qui existait? Ou Hmm. est-ce que finalement c'était en stage? C'est à ce niveau-là que la responsabilité, elle va être déterminée. C'est En pas fait, c'est pas sur le profil Amélie Pro utilisé, hein. en fait, Parce que, en fait, finalement, c'est la même chose quand. Vas-y, ouais. Mais en fait, pardon. j'ai déjà eu cette discussion avec ma conseillère informatique. Elle a retourné le D'accord. problème de A à Z et elle m'a dit non, les internes ne peuvent pas utiliser la délégation de tâches. Et elle me l'a confirmé. Elle m'a dit que c'était pas prévu pour les internes. Que normalement, c'est plus pour les médecins thésés. En tant que remplaçant, justement. Mais d'un point de vue juridique, elle répondait ou d'un point de vue technique? D'un point de vue technique aussi, ouais. Ok. Enfin, moi, j'ai pas la réponse. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un compte, qu'effectivement, il y a un item interne, que ça soit écrit, quoi. Bon, on va demander à Madame Le Marec de nous résoudre ce problème-là. Mais c'est vrai que alors pour le coup, ça fait le lien avec l'usage que j'en ai. Alors peut-être que je suis complètement hors la loi quand je le fais et du coup, ce que je vais vous dire, ne le faites surtout pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est extrêmement pratique et je pense que je vais continuer à le faire, hein. Mais quand même, parce que effectivement, enfin, je pense qu'Arnaud, tu vois le même usage que moi j'en ai. Le fait qu'ils puissent utiliser leur carte à eux dans leur bureau, ça évite quand même le défilé dans le bureau du médecin pour venir faire les déclarations, les arrêts de travail, tout ce qu'on fait habituellement sur l'espace Amélie Pro. Tu as tout à fait raison, c'est pour ça que je conteste tout le temps le ROS, puisque les arrêts de travail, moi, ils me les font en papier, puisque je ne peux pas déléguer. Ah ouais. Voilà. Mais on va vérifier et comme ça, on diffusera avec le Ouais. support et le webinaire. Parce que si ça se fait dans certains cabinets, il y a peut-être quand même des possibilités. Madame Merck, moi, je le fais, elle avait un peu, elle avait cherché, elle avait creusé le truc, donc vous pouvez lui demander directement. OK. Ouais. Bon, et puis peut-être qu'une analyse juridique permettra de faire évoluer les choses, tout simplement. En fait, je pense que le problème, il est surtout au niveau juridique. Est-ce que ça Oui. change quelque chose, le fait d'être sur un profil remplaçant quand ils sont internes? Oui. Est-ce que c'est à ce niveau-là que le niveau de responsabilité il est déterminé? Absolument. S'il n'y a pas de risque juridique à le faire, ça vaut peut-être la peine d'utiliser cette méthode-là. Si le risque juridique est uniquement dans le statut, ça permet quand même d'ouvrir la porte à l'utilisation technique de cette délégation. Je vous propose, On va sauf si- investiguer, on va voir c'est Ouais. votre déléguée numérique en santé, Sophie Merck, qui vous a répondu ça. On va regarder avec elle et avec la CNAM toutes les possibilités sur les internes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres angoisses? Je vous propose de continuer alors? Sur le tiers payant intégral? Alors, le deuxième sujet qui avait été sélectionné, c'est effectivement le tiers payant intégral. Donc, sur la slide d'après, ce qu'on voulait d'abord vous rappeler, c'est les modalités et les règles de facturation. Donc, comme vous le savez, l'utilisation du TPI est liée à l'application du tiers payant, dont peuvent bénéficier les patients sous certaines conditions. Donc, pour rappel, le tiers payant est obligatoire pour les bénéficiaires de la C2S, de l'AME, depuis juillet 2017 pour tous les actes en rapport avec une ALD et pour tous les actes en rapport avec une maternité à compter du 6e mois de grossesse, ainsi que les actes liés à l'accident de travail et la maladie professionnelle. Alors, ce n'est pas une liste qui est exhaustive, hein, donc si vous pratiquez effectivement le tiers payant, je vous invite à consulter le site amélie.fr pour voir l'ensemble des actes qui nécessitent le tiers payant. Je vous ai mis en bas de la slide tout savoir sur le tiers payant avec le lien sur amélie.fr. Côté organismes complémentaires, donc les AMC ont l'obligation de proposer une solution tiers payant, c'est l'article 83 de la loi de 2016 sur la modernisation du système de santé. Au niveau de la facturation chez Invita, donc vous avez le flux recueil de soins électroniques FSE et DRE.
depuis votre logiciel de facturation. Donc, vous adressez la FSE, l'assurance maladie, grâce à la lecture de la carte vitale. Donc, via la carte vitale, vous avez la garantie de paiement sur les bases des informations inscrites dans la carte vitale du patient. On vous rappelle que l'utilisation d'ADRI permet de fiabiliser la facturation, puisque ADRI fait une consultation des droits du patient à J-1, donc c'est un miroir de notre BDO à J-1, qui vous permet de fiabiliser votre facturation. Donc voilà, si vous attendez effectivement, par exemple, l'ouverture des droits de la C2S, vous aurez en temps réel à peu près l'ouverture des droits pour votre patient. Dans le même temps, donc, vous adressez une demande de remboursement électronique, une DRE, à l'organisme d'assurance maladie. Donc, on parle effectivement de tiers payant intégral lorsque le patient n'a aucun frais à régler dans ces cadres-là. Donc, vous avez ci-dessous le lien amélie.fr que je vous ai rappelé, et vous avez toutes les conditions effectivement de modalité de facturation. Donc, concrètement, pour pratiquer une demande de remboursement électronique auprès des mutuelles, les professionnels de santé que vous êtes doivent signer une convention avec chaque organisme d'assurance maladie. Donc, pour simplifier cette gestion, cette démarche, l'association Inter-AMC propose gratuitement un contrat qui est unique et qui vous permet de pratiquer le tiers payant, donc avec l'ensemble des complémentaires santé membres de l'association Inter. Pareil, vous avez en bas de la page qui s'affiche là, l'adresse du site association avec la liste des organismes complémentaires qui sont adhérents à l'offre Inter-AMC. Donc, les services que propose le site Inter-AMC, c'est donc la signature d'un contrat unique de tiers payant auprès de l'ensemble des complémentaires qui ont donné mandat à l'association de l'Inter. Donc, avec la réception de tables de convention dans ces invitales, qui seront directement implantées dans votre logiciel de facturation. Vous pouvez aussi consulter la liste des complémentaires santé qui est sur le site. Et puis, le site vous permet également de gérer la mise à jour de vos coordonnées et informations bancaires via l'authentification de votre CPS. Donc, vous allez directement, facilement mettre à jour les coordonnées bancaires et puis vos coordonnées sur le site. Alors, de quel équipement vous avez besoin? Donc, vous devez être équipé d'un ordinateur, bien évidemment, avec un logiciel agréé Sésame Vital, tiers payant complémentaire. Donc, on a ciblé, il y a à peu près 95% des logiciels qui sont commercialisés actuellement et qui l'utilisent. Donc, en cas de doute, bien sûr, il faut contacter votre éditeur de logiciel. Mais tous les logiciels qui ont une version Addendum 1.6 ou supérieure le proposent normalement. Et il vous faut un lecteur TLA. Donc, l'intérêt de signer un tel contrat, ce qui vous permet ce contrat unique, c'est comme pour les FSE sécurisés que vous connaissez, une garantie de paiement automatisée et des délais reposant sur des socles contractuels. Des opérations administratives qui sont simplifiées puisqu'il y a une seule saisie de vos informations pour toutes les complémentaires santé qui sont membres de la CI. L'harmonisation des normes de facturation entre l'assurance maladie obligatoire et les complémentaires santé. J'ajouterai aussi une gestion automatisée et complète de vos retours NOMI, de vos retours d'information via les retours NOMI, qu'ils soient tant de la mutuelle que de l'assurance maladie. Alors, vous voulez faire une petite démonstration peut-être sur le portail de l'Inter? C'est moi qui reprends la main du coup, Laurent. Oui. Tu es en train de chercher la vidéo. Tu dis oui, tu reprends la main, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu devais présenter désolé. le portail de l'Inter et puis voir un petit peu la Allez, navigation je vous montre de ça. l'Inter. Hop, donc normalement, vous voyez mon écran. Si je dis pas de bêtises, c'est bon. Parfait. Nickel. Donc là, on est sur le site tpcomplémentaire.fr, donc c'est celui de l'association dont parlait Laurent. Et vous voyez qu'en fait, juste là, vous contractualisez simplement avec votre CPS et c'est aussi simple que ça. Alors moi, j'ai déjà un contrat, donc il va y avoir certaines étapes qui vont pas apparaître, mais c'est quand même assez simple. Voilà, donc il m'a reconnu avec ma CPS, je valide. Et du coup, on retrouve mon contrat en cours. Alors, je vais pousser ça parce que du coup, j'arrive pas à voir. Voilà. Là, je peux éventuellement ajouter un contrat. Et simplement, à partir de la CPS, le site va générer un contrat type. On va vous demander de valider les informations administratives qui sont déjà normalement récupérées via la CPS, de rentrer votre RIB pour pouvoir ensuite être directement payé par les mutuelles. Et c'est aussi simple que ça. Alors, il y a un petit délai, je crois, de 48 heures de validation. Et voilà. Une fois que le contrat est créé, alors certains logiciels, c'est le cas de mon logiciel actuel, intègrent directement les tables à jour dans le module de facturation. Si ce n'est pas le cas, ici, vous pouvez les récupérer.
juste là. Alors, je suis désolé, j'ai pas une super connexion. Voilà. Vous pouvez télécharger les tables de convention et de regroupement. C'est ce qui vous permet après. Alors, j'ai une autre démo après que j'ai préparée. Et c'est ce qui permettra au logiciel de savoir où envoyer la bonne feuille de soins électronique à la bonne mutuelle. Donc, vous les téléchargez et il vous remet même ici votre adresse email à vous unique de facturation. Donc, c'est sur cette adresse-là que vous devez envoyer vos tables pour qu'après, elles se mettent directement dans le module de facturation de votre logiciel. Et ici, vous récupérez, enfin, vous pouvez consulter l'ensemble des mutuelles qui ont un accord avec le portail pour voir si elle est bien dedans, si jamais vous avez un doute. Mais objectivement, moi, je crois que j'en ai peut-être rencontré une fois ou deux mutuelles qui n'étaient pas dedans, mais elles y sont quasiment toutes. Hein. C'est vraiment elles ont tout un contrat. Donc, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Moi, j'en ai une. Est-ce que tu as plus d'impayés avec l'AMC qu'avec l'AMO? Un peu plus. Alors, j'avais prévu juste quelques mots là-dessus. L'intégralité des impayés à AMC que j'ai, c'est des erreurs de ma part. La plupart du temps, c'est par exemple le patient qui a pas sa carte sur lui et il me dit ah bah je suis à telle mutuelle, donc du coup je la cherche manuellement, je retrouve le code de mutuelle et je le rentre et en fait c'est pas cette mutuelle là. Ou alors c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est avec les enfants. C'est que donc il y a les parents qui ont tous les deux les enfants sur leur carte vitale, mais c'est un des deux parents qui a le contrat avec la mutuelle. Et dans certains cas, il faut que la feuille de soins électronique soit faite avec une des deux cartes vitales, qui est celle reliée à la mutuelle, mais pas la deuxième. Et alors, la règle, je ne la connais pas. Des fois, il y a des choses très étonnantes, mais il suffit qu'on ait utilisé la mauvaise carte vitale pour que ça n'aboutisse pas. Mais voilà, c'est quand même assez rare. À partir du moment où le patient il a bien sa petite carte de mutuelle, où il y a les informations dessus, si on trouve le patient, les ayants droit et qu'on rentre les bonnes informations, il y a pas de bug. Muriel, tu veux intervenir? Oui, bonsoir à tous. Moi, je pratique le tiers payant intégral quasiment pour tous les patients, sauf pour les prises de sang parce que le montant est ridicule. Deux types de problèmes de carte que j'ai rencontrés récemment, les enfants à 16 ans qui ont leur propre carte vitale et avec la mutuelle des parents. Et là, j'ai eu plusieurs rejets récemment parce qu'on n'arrive pas à faire le lien entre la nouvelle carte de l'enfant de 16 ans et la mutuelle des parents. J'ai annulé le dossier patient dans mon logiciel, je l'ai refait, j'ai repris l'empreinte de la carte vitale, j'ai ressaisi les codes AMC et j'ai eu quand même des rejets. Donc, je pense que c'est peut-être un problème ponctuel sur ce patient-là. Voilà. Et le deuxième problème, c'est quand les patients changent de mutuelle. Je ne sais pas tellement quel est le délai où l'ancienne mutuelle couvre le temps que les choses se fassent avec la nouvelle. Parce que là, j'ai eu des rejets de patients qui changent. C'est un an. Un an. C'est quasiment un an. Ouais. Ouais, mais j'ai eu des rejets, moi. C'est normalement. Alors moi, ça m'est arrivé de faire des feuilles de soins électroniques à l'ancienne, où ça a été envoyé à l'ancienne mutuelle parce que je savais pas. Et j'en ai quand même 3 ou 4 qui m'ont écrit en me disant on prend en charge conformément à notre obligation réglementaire de prendre en charge pendant un délai de 1 an, mais sachez que votre patient a changé de mutuelle. Et c'est 1 an et c'est une fois. Voilà. Mais je ne sais pas si c'est une fois pour le patient ou si c'est une fois pour le professionnel de santé. Donc peut-être que tu as eu un rejet parce qu'il y a un autre professionnel de santé qui est passé avant toi. Je sais qu'il y avait un kiné qui avait eu des soucis aussi. Elle m'avait dit le kiné, il n'a pas réussi non plus. Et voilà. Donc voilà les soucis que moi j'ai rencontrés avec le tiers payant intégral en fait. Voilà. Une question de Laurence. Alors moi, ce n'est pas vraiment une question. Moi aussi, je suis infirmière, donc le tiers payant, je le fais depuis longtemps. Et depuis 1 an, moi, j'ai adhéré à un service qui s'appelle PMed et qui, en fait, vous télétransmettez via PMed
c'est PMED qui vous règle. Moi, je suis réglée en 24 heures. Et ensuite, c'est eux qui font, qui reçoivent en fait les rejets ou les acceptations des AMC et qui vous signalent, tiens, tel AMC vous a pas réglé telle facture. Voilà, j'ai plus à me casser la tête à chercher, tiens, j'ai pas eu de retour Noémie sur cette mutuelle, je vais les appeler, je vais perdre mon temps à les appeler, à récupérer mon argent. Vous êtes payé et ensuite, c'est eux qui règlent le problème. Voilà. Et c'est un service payant celui dont tu parles? Oui, c'est un service payant. C'est un service qui m'a été proposé par la banque. Et franchement, depuis que je l'ai, c'est nickel, quoi. Et il est indépendant du logiciel de facturation que tu utilises ou Oui, complètement. ça Après, fonctionne? D'accord. c'est eux qui s'occupent de tout. C'est eux qui font les changements auprès de la caisse. Parce qu'en fait, le RIB, c'est un RIB PML. Ils te créent un compte chez eux. Tout arrive chez eux. Et toutes les télétransmissions leur sont réglées par la caisse, en fait. Mais c'est eux qui te payent en avance. Et ensuite, c'est eux qui te disent, ah bah attention, sur telle facture, vous avez eu un rejet. Ils te disent la raison, en fait. Si c'est aller à recycler ou si, voilà, ils te disent la raison. Ou si l'assuré n'est plus en droite sur cette mutuelle. Moi, je trouve ça vraiment bien. Tu peux nous donner une idée du prix? Voilà. Juste si c'est pas indiscret ou c'est un pourcentage, c'est quoi? Alors moi, je crois que je suis à 35 € par mois. Après, il y a des formules qui sont moins chères, mais tu es réglé au début, j'étais réglée au bout de 10 jours. Donc, je trouvais ça un peu dommage parce qu'avec la télétransmission normale, on est réglé au bout de 4 à 5 jours. Et j'ai demandé un paiement à 24 heures et 24 heures après, je fais ma télétransmission, 24 heures après, l'argent est sur mon compte. Et tu l'écris PAYMED? Oui, c'est ça. Ok. Merci. De rien. Alors, il y a une question pour savoir si l'inter-AMC est valable pour les chirurgiens dentistes praticiens. Et il y a 6 mois, ce n'était plus le cas. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Ah, mais je n'ai pas cette question-là. Il faut aller voir sur leur site, j'imagine que ça doit être écrit. Moi, j'ai un petit souci, une question par rapport au code. Sur certaines cartes mutuelles, il y a des fois un code de télétransmission et un code AMC. Et j'ai eu du mal à choisir lequel des deux. C'est le code AMC qu'il faut que tu utilises. C'est le code AMC. Et alors, à quoi sert le code télétransmission qui est sur la carte? Alors, je ne sais pas à quoi il sert, mais là où des fois il y a des difficultés, c'est quand il y a des organismes de regroupement comme par exemple Almeris, qui sont communs à plein de mutuelles. Et du coup, si tu rentres juste le numéro d'AMC d'Almeris, qui doit être 98 53 2001, parce que il est tellement fréquent que je connais par cœur, il faut que tu saisisses en plus les 2 lettres du type de convention et la lettre et les 2 chiffres du critère secondaire. Mais c'est pas nécessaire avec toutes les mutuelles. Mais du coup, si tu t'arrêtes juste au numéro d'AMC, alors soit ton logiciel est bien fait et il y a un message d'erreur te disant qu'il faut que tu précises la convention et le critère secondaire, soit ça part et puis tu sais pas où ça part. Justement, quand on voit des Muriel, tu veux critères compléter? MU, ça veut dire quoi? Critères MU, je suppose que c'est mutuel, non? Eh ben, c'est le type de convention. MU, c'est le type de convention. Et donc, il faut que tu rentres MU. Mais alors, il faut regarder parce qu'il y a certaines mutuelles pour lesquelles le type de convention n'est pas le même pour les professions. Donc, tu regardes, tu as IS pour les médecins et tu as MU pour je ne sais pas trop qui. Donc, il faut vraiment que tu regardes sur là où il y a toutes les petites cartes. D'ailleurs, je crois que j'en avais mis une. Ouais. Je peux vous montrer en partage. J'en avais préparé une. Alors, c'est la mienne. Tout bêtement, que j'ai un peu flouté quand même. Je me suis dit, bon, ouais, on ne sait pas qui est là ce soir, je ne connais pas tout le monde. Et du coup, là, donc on retrouve le numéro d'AMC. Alors, il se trouve que le numéro de télétransmission, c'est le même, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le numéro d'AMC qu'il faut que tu renseignes. Et donc, vous voyez que moi, mon organisme de regroupement, c'est Almeris. Il faut bien préciser le type de convention et le critère secondaire, donc c'est AL et Z05. Et de temps en temps, on voit ici dans les colonnes que selon les professions, il y a un type de convention différent. Et donc, on retrouve les 2 lettres du type de convention là-dedans. Donc, il faut bien choisir celle qui correspond à votre profession. Moi, je voulais juste ajouter que le souci
de faire ce tiers payant intégral. Effectivement, comme tu disais, ils sont regroupés sur des grosses entités, Almeris, Humanis, etc. Et quand le remboursement arrive, ils font une addition de tous les remboursements. Et en fait, c'est compliqué. Après, il faut aller voir. Il faut additionner les 1,33 €, 2,36 € pour arriver au total. Et je ne sais pas trop comment faire, moi, pour aller. Parce que je vais aller sur chaque site de chaque mutuelle, parce qu'il y en a quand même beaucoup, pour voir mes retours de paiement. Donc, Mais du coup, avec les retours Noémie, ils ne pointent pas ce qui a été alors payé ou peut-être pas? que je ne sais pas bien utiliser mon logiciel dans totalité, mais Moi, ça des se fois, fait automatiquement. c'est pas clair. Ça se fait automatiquement, ça Moi, c'est rentre au pareil. retour Noémie. Ouais. Comme Patrice, moi j'ai un suivi et chaque jour, je vois lesquels ont été bien reçus et lesquels ont été payés. Le problème des fois, c'est qu'on a quelques ratés. En fait, on n'a pas forcément de retour et il y a un impayé, on n'a pas le motif. En fait. Ouais. Et des fois, il y a des motifs aberrants qui est, par exemple, adhérents inconnus ou droits non ouverts à ce moment-là, qui ne sont pas forcément toujours réels sur ça. Donc, moi, je me suis fait un fichier avec des adresses mail où je rebalance en format papier sur l'adresse mail. En principe, ça se passe bien. Moi, j'ai des soucis avec les régimes spéciaux style RATP ou SNCF qui ont une gestion unique. Et quand c'est pas des soins, quand c'est soins ALD, c'est pas compliqué, mais quand c'est des soins non ALD, chez un patient que j'ai déjà en ALD, mais par exemple, je sais pas, il s'est fait une blessure, je demande la carte de mutuelle de fait. Et même s'il me donne la carte de mutuelle, par exemple de la RATP, et que je la rentre, et ben ça m'enlève la gestion unique sur mon logiciel. Et du coup, ils me font un rejet, alors qu'il n'y a pas de rejet à avoir parce que je n'ai pas géré en gestion unique. Voilà. Donc, il faut faire attention avec les régimes spéciaux. Et on m'a expliqué, du coup, quand tu as le chiffre de l'AMC, où des fois il y a 2 zéros, c'est le même chiffre, mais des fois il y a 2 zéros devant, et puis c'est le même chiffre, il y en a un des deux, c'est une gestion unique, et l'autre, c'est en gestion séparée. Après, je sais que les montants que ça représente ne sont pas les mêmes pour les infirmiers et les kinés parce que vous faites des actes en série et ça finit par vite chiffrer. Mais moi, clairement, quand j'ai un rejet AMC, je ne fais pas comme vous. Le patient, je lui envoie un petit mail en lui disant « Je suis désolé, j'ai eu un rejet avec votre mutuelle. Donc, merci de régler la consultation et je vous fais une quittance. » Et après, il débrouille avec la mutuelle. Mais bon, ça représente 7,50 €, moi. Donc, tu sais, l'autre jour, j'en avais quand même pour 53 € du rejet. J'ai demandé à la patiente j'ai refait une feuille de soins papier et puis elle m'a réglé la part AMC. En général, ils sont compréhensifs. Ouais, moi, j'ai jamais eu de refus dans ces cas-là quand il y avait un rejet AMC. Donc, c'est du temps en plus, quoi, c'est tout. Oui, Fabien, je ne sais pas quel logiciel tu utilises, et c'est Dr Dissou. Oui. Moi, j'utilise Weda, mais je n'ai pas le retour Noémie pour les mutuelles. Enfin, je ne sais pas si Weda… Alors, si, moi, je l'avais sur Weda. Alors, je ne suis plus sur Weda, mais quand j'étais sur Weda, j'avais les retours Noémie pour les mutuelles. C'est étonnant. Ah oui, j'ai même posé la question. Il faut peut-être que tu contactes Outline, mais moi, je les avais. Je les pointais comme ça. D'accord. Il faut aller dans gestion des Noémie, et en fait, normalement, tu les as. D'accord. Ouais. D'accord, je vais regarder, parce que j'ai du mal à justement pointer, et justement, c'est un des problèmes. Ouais, alors, Weda, ça déconne. Alors, avant... Ça déconne les retours souvent, quand même. D'accord. Est-ce que ceux qui ne se sont pas nommés sur leur téléphone ou leur ordinateur peuvent le faire? On a des contraintes derrière de justification des présents pour les CPTS qui sont là. Il y avait une demande de simulation de prise en charge des DE par Arnaud. Non, tu les as pas parce que ça dépend des mutuelles et même pour certaines mutuelles, ça dépend de quel type de couverture le patient il a pris. Et juste avec le numéro d'AMC, le logiciel ne peut pas le simuler. Il faut vraiment à ce moment-là que tu regardes sur la carte le pourcentage de taux de prise en charge des prestations. Donc, du coup, dans ce cadre-là, il faut facturer le DE, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord.
Bon, et Carole Palen fait pareil. Maintenant, elle demande aux patients de régler la part AMC parce qu'elle n'a pas envie de courir après les mutuelles alors qu'elle a plein de soucis de ce genre. Il y a d'autres questions? Bon, ça prouve que c'était très clair. Est-ce qu'il y a des idées de sujets pour le prochain webinaire, le webinaire numéro 4, pour le webinaire du numérique en santé qui aura lieu au 4e trimestre? Nous, on a des idées, mais vous, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaiteriez aborder? Moi, j'aimerais bien savoir si le fait de qualifier un INS, c'est légal, sachant qu'on n'est pas censé pouvoir regarder une pièce d'identité selon l'article 3218 du Code civil, puisque c'est les OPJ et les douaniers qui ont... Même les douaniers, ils n'ont pas forcément le droit. C'est les OPJ et les préfets qui ont le droit. Donc le code juridique dans ce cadre-là. Je ne suis pas certain que ce soit un sujet numérique, Arnaud. En l'occurrence. Si. C'est la qualification d'INS via les logiciels Ségur. Oui. Oui, mais c'est une question juridique. Oui, c'est juridique, mais en numérique. Question, oui, d'accord. Bon, on va prendre la question. Docteur Sada, on pourra essayer de vous répondre par rapport à ça, parce que effectivement là, c'est plutôt juridique. Nous, on est plutôt sur comment qualifier l'INS. Évidemment, il faut récupérer la carte d'identité du patient si vous n'avez pas de secrétariat. Sinon, vous savez, docteur, que quand vous avez un secrétariat, vous n'avez pas de secrétariat, vous êtes en droit de faire, et que vous connaissez le patient, vous pouvez simplifier, et dans ces cas-là, vous n'avez pas à demander la pièce d'identité. Sauf que c'est nous qui sommes responsables en cas de mauvaise pièce dans le logiciel après. Enfin, on devient entièrement responsable de ça. D'accord. Ça, l'ANS l'a dit. On pourra revenir vers vous effectivement sur le critère légal, entre guillemets. Mais bon, là, c'est sûr que... Nous, au laboratoire, docteur Kalfoun, nous, au laboratoire, on commence à l'utiliser. Effectivement, la pièce d'identité est obligatoire. Oui, en formation, laboratoire, il est obligatoire, oui. Ouais. Vous êtes quel laboratoire? Moi, le laboratoire d'analyse le demande pour les cartes de groupe sanguin. Ça, c'est, on demande. Oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment le droit? C'est la question. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on le fait que c'est légal. Mais c'est depuis 1 an à peu près, à cause des passeports biométriques, etc. Donc, je suis obligée de demander la carte, une photocopie de la carte d'identité. Effectivement. Et par expérience docteur personnelle... Chaumont, vous êtes en train de partager votre écran. Ah. Bon. Je pense que tu vas pouvoir arrêter son partage. Voilà. Juste pour info, le labo m'a demandé, j'ai voulu leur sortir mon permis de conduire parce que ma carte d'identité a été volée. C'est obligatoirement au permis de conduire au passeport. Hein. Ils le feront la prochaine fois. De conduire. Passeport ou carte d'identité, effectivement. Oui, passeport ou carte d'identité. De séjour pour les étrangers. Ah, ça, je ne suis pas encore étranger. D'accord. Voilà, pour la retraite. Donc, est-ce qu'il y a des sujets, je reviens au thème là, du webinaire, est-ce qu'il y a des questions et des sujets que vous souhaiteriez voir abordés la prochaine fois ou la fois suivante? Sinon, on peut peut-être évoquer les sujets que... Alors, Sophie. Voilà, j'ouvre ma vidéo. Moi, je voulais rebondir aussi sur l'INS, en fait, parce que il y a toute une partie de patients avec lesquels on n'arrive pas à ouvrir l'INS. Et pourtant, on nous demande, je ne sais pas combien de pourcentage maintenant, parce que ça évolue, de VSM, mais si on n'arrive pas à ouvrir, enfin, à qualifier l'INS on n'arrive pas à aller sur le DMP. Enfin bon, l'INS, c'est assez complexe, hein. Je crois qu'il y a 10% de cas où on n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, ça, c'est ma question. Déjà, tu as tous les MGEN, hein, ça ne marche pas.
Oui, mais pourquoi ça ne marche pas les MGEN? Parce que Je c'est sais pas. normalement lié à... Parce que c'est les MGEN. Non, mais on est d'accord, Fabien, mais On est normalement, entre nous, on peut le dire. Rien ne marche avec la FGEN. Rien ne marche. On peut pas faire les normalement, il n'y a pas protocoles de de lien soins, quand on peut même. pas. Même pas les remboursements. Les bons de transport, j'ai raté impossible le bon de transport cet après-midi avec la FGEN. Et vous savez qu'ils ont fait une cellule anti-discrimination MGN, hein, mais c'est eux-mêmes qui se discriminent en fait. On va faire du MGN bashing. Ça y est. On a atteint le point MGN. Non, mais blague à part, moi je m'étais posé la question de refaire, parce que bon, il y a des nouveaux sujets, mais je m'étais posé la question de refaire des points, ou peut-être juste des points d'actualité sur des choses qu'on avait déjà traitées, notamment l'INS, qu'est-ce qu'on avait fait, le VSM, la e-prescription, L'activation. parce que comme ça évolue, il y a des nouveautés et des choses qui étaient en cours de mise en place ou qui allaient se mettre en place. On peut peut-être en refaire un point. Et puis, comme c'est aussi, ça se veut être des échanges, c'est aussi l'occasion de faire remonter les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, ces webinaires. Oui. Sincèrement, le DMP, c'est une usine à gaz. Hein. Il ne comprend rien, moi. Pourtant, je suis quand même pas nul en informatique. Je viens de voir avec ma collègue, on a obligation, nous, de télétransmettre dans les 3 jours quand le patient a réglé. C'est vrai que quand on travaille 4, 5, 6, 7 jours d'affilée et qu'on fait entre 12 et 15 heures par jour, à 23 heures, on n'a pas spécialement envie de télétransmettre. Quid de dérogation? Alors moi, ça m'est arrivé régulièrement de le faire, hein, et je n'ai pas été pénalisé ni rien. Même pour les feuilles de sans papier, je crois que on a combien de temps? On a une semaine pour les envoyer, 15 jours, je sais plus trop. Et je te le Nous, fais on a tous les 7 15 jours. jours quand ils ne payent pas et on a 3 jours quand ils payent. Ouais. Mais bon, des fois, 3 jours, tout, c'est trop juste. Hein. C'est beaucoup trop juste. Hein. Voilà, donc si on pouvait remonter l'information, ce serait bien. D'accord. C'est une info à remonter, c'est pas forcément un sujet. Oui, mais c'est bien d'en parler. Ouais, tout à fait. Moi j'ai aussi un truc à faire remonter. Je ne sais pas s'il y a les infirmières qui sont présentes ont le même souci que moi. C'est concernant les BSI. Quand vous avez un patient qui a déjà une BSI qui a été fait par un autre cabinet et que vous voulez faire un BSI, renouveler le BSI, alors qu'il y en a déjà eu un fait, est-ce que vous arrivez à faire, vous, moi, ce qui apparaît, c'est première demande de BSI. Ça n'apparaît pas demande de renouvellement. Vous avez beau cliquer sur renouvellement, ça ne veut pas le faire parce que je viens de rentrer mon patient et comme c'est moi qui le crée, le nouveau BSI, ça me met première demande de BSI. Ça ne me met pas demande. Voilà, on est sur la même. Donc, je ne sais pas comment régler ce problème parce que alors que le BSI a été fait l'année d'avant par une autre collègue. Écoute, moi, je pars du principe que c'est moi qui le fais la première sur le nouveau cabinet. Alors, moi, je suis allée en formation, justement, et il disait qu'il y a une première demande de BSI qui est faite pour ce patient, et ensuite, c'est des renouvellements qui sont faits. Donc, même si tu changes il n'y a pas la coche, il n'y a pas la case. Non, voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, à défaut, j'ai fait… moi, c'est pareil, je fais comme toi, mais ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique, puisqu'il y en a déjà une de faite. Tout à fait. Mais pareil que dans un même cabinet, quand c'est ma collègue ou moi. Oui, tout à fait. Quand il y a des renouvellements, même, elle me passe moi, je lui passe l'ordonnance c'est ça. pour qu'elle puisse faire les intermédiaires dans les renouvellements annuels. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Bon, Laurent fera remonter ces remarques. Oui, mais je crois qu'on peut pas. Je crois qu'il faut repasser sur une création quand c'est pas la même infirmière qui a fait le premier BSI. On en avait parlé lors de dernier webinaire. Oui, on avait présenté le BSI. On avait présenté le BSI au dernier webinaire, mais bon, on va quand même se renseigner. Oui.
Est-ce que moi j'avais plus aussi pareil, il y a quelque chose à faire remonter. Est-ce que la Sécu pourrait pas développer un mode déconnecté d'Amélie Pro parce que quand ça déconne, enfin tous les grandes instances informatiques elles font des modes déconnectés, ce qui permet de générer quand même le document et après de pouvoir le transmettre plus tard quand ça refonctionne parce que sincèrement quand ça fonctionne pas, on est quand même très embêté devant le patient. Déconnecté par rapport au service, comme par exemple un avis à travail, c'est ça? Exactement. D'accord. Mais comme l'objectif est qu'on fasse de moins en moins d'arrêts de travail, je pense que finalement, c'est pas ça. Moi, j'ai eu un vrai souci hier soir à 17h48 où on m'a signalé qu'il y avait eu un accès à mon compte Amélie Pro, ce qui est vrai. Ce qui n'est pas moi, parce qu'à 17h48, je faisais autre chose. Et donc, il y a eu une intrusion. Et ma question, c'est j'en fais quoi? Alors, je vous préviens d'emblée, la réponse appelée le 3608 n'est pas une réponse acceptable, vu les délais de réponse du 3608 sur certaines actions. La dernière fois, j'ai attendu à peu près 20 minutes et c'est vrai que j'avais autre chose à faire. Donc, quand on a est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on pourrait, parce que là, on vous signale plein de trucs qui vont pas, c'est normal qu'un système aussi important n'aille pas, mais quand l'INS, ça va pas, comment on peut faire pour corriger ça? Quand le patient n'a pas de DNP, moi je suis à 10% d'absence de DNP, comment on fait pour que, et la réponse c'est dites au patient d'aller sur son espace santé n'est pas une réponse adaptée non plus, parce que les patients, ils sont perdus comme nous, pas plus que nous. Donc, c'est quoi la bonne instance qui nous permettrait d'appeler au secours? Il y a plusieurs demandes, docteur Charbonnel. La première, par rapport à votre compte qui pourrait être hacké, vous pouvez tout à fait le faire remonter à la CEPAM. Et nous, on fera remonter, on a des procédures par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose d'important de nous le faire remonter. Ça n'a pas été la première fois, hein, quand il y a eu la crise sanitaire, il y a eu énormément de comptes qui ont été hackés. Par contre, déjà, ce qu'on peut vous conseiller, c'est de passer par la ICPS, hein. Il n'y a pas plus, comment dire, sécure, entre guillemets, que la connexion par ICPS, parce qu'elle nécessite effectivement une identification via votre portable et pas par un login et un mot de passe ou par la carte CPS. On va vous appeler par rapport à ce problème. Mais celui qui a hacké mon compte, il n'avait pas mon portable et moi j'utilise régulièrement la ICPS, donc ça veut. Non, mais il a sûrement utilisé un mode de connexion qui n'est pas du tout la ICPS, hein, ou alors il a pris votre portable et puis il a été à l'ordre et puis il a enregistré ses coordonnées téléphoniques, hein, ce qui est quand même pas normalement facile à faire, hein, donc. Il y a eu des problèmes par rapport à ça, hein. Donc, quand il y a eu les crises sanitaires, il y a effectivement des comptes qui étaient hackés par rapport au fait qu'à l'ordre, ils ont enregistré des numéros de portable qui n'étaient pas ceux des PS. Ce qui n'est plus le cas maintenant, évidemment, ils ont revu la chose. Donc, à moins que vous ayez ça, normalement, si vous avez la ICPS, il ne peut pas prendre votre compte, hein. J'ai la ICPS et il a utilisé mon compte hier. Mais en login et mot de passe, certainement. Ouais. Voilà. Donc, il faut que tu changes ton mot de passe, hein, déjà. Changer le mot de passe, déjà. Ça, d'accord. On vous rappelle demain, docteur, pour voir comment on peut gérer ça. Ça m'a pas, je me rassure, ça ne m'a pas empêché de dormir, mais on a l'impression qu'il y a plein d'épines irritatives comme ça qu'on rencontre et que c'est vrai, quand on est en consultation et qu'il y a un truc qui plante, on a vraiment autre chose à faire que d'appeler un quelconque service pour être dépanné, quoi. Sinon, notre salle d'attente ne ressemble plus à rien immédiatement après, quoi. OK. D'autres. Juste par rapport à mon espace santé, effectivement, il y a ou d'autres suggestions? Oui, non, juste Marc, il y a une autre question par rapport à mon espace santé sur l'activation. Oui. On a à peu près effectivement 92-93% des espaces santé qui ont été créés, donc avec lesquels vous pouvez déposer la donnée de santé, et on a à peu près, chiffres nationaux que je vous donne, c'est pas forcément le département, on a à peu près 12 à 15% d'activation, c'est-à-dire 2 patients qui sont en capacité d'aller récupérer les documents que vous déposez dans leur espace santé.
Si effectivement le patient il a des difficultés à créer son compte, parce qu'il y a donc à peu près 8% qui n'ont pas été créés. Alors, ils n'ont pas été créés parce qu'ils se sont opposés, ils n'ont pas été créés parce qu'on n'a pas pu leur envoyer une demande d'opposition, parce qu'avant la création, on a fait un mailing ou un courrier d'opposition, et à partir du moment où on n'a pas pu envoyer les courriers ou les mailings parce que, par exemple, on n'avait pas les adresses mail, dans ces cas-là, on n'a pas pu le créer tout court. Donc, il faut l'inviter, et là, malheureusement, il n'y a que ça, à contacter la plateforme Mon Espace Santé pour l'aider effectivement à activer ce compte, en tout cas à le créer. C'est la procédure entre guillemets manuelle. Il n'y aura pas d'opt-out pour effectivement les patients qui n'ont pas eu de compte créé parce qu'on n'a pas pu les contacter ou parce qu'ils se sont opposés. Ça devrait être assez marginal, même si ça représente quand même à peu près 8% de la population, hein. D'accord. D'autres questions ou remarques? OK. On clôt le webinaire et on vous dit à la prochaine, en octobre.